Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. Cécile avec son masque, vous pouvez la regarder sur la chaîne YouTube. Remettez votre masque, Cécile. Non mais, pour les écoutez, 100 000 abonnés de la chaîne YouTube. Ce week-end, nous avons franchi cette barre, plus que symbolique, de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci en tout cas de votre confiance et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter. Alors ça, c'est un masque que vous avez acheté ou que vous avez fabriqué ? Ah non, mais je l'ai fabriqué, regardez, si vous regardez sur YouTube, ce sont des élastiques pour attacher les cheveux. En fait, c'est un tuto que j'ai trouvé sur Internet fait par un urgentiste avec du sopalin et des poires, et il vous explique comment le plier et comment mettre des élastiques sur le côté. Et donc voilà, c'est censé pouvoir vous protéger un minimum, vraiment. Donc voilà, moi j'ai pris ce que j'avais à la maison, un papier fleuri, vous allez voir, c'est magnifique. Et je sortirai faire mes courses comme ça, tant que je n'ai pas de... Mais c'est intéressant, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est plutôt assez facile à faire et c'est pratique. Je vais demander la question, j'ai posé la question d'ailleurs à Jean Sibilia qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et rhumatologue. On voit pas mal de masques qui sont des masques faits main. Est-ce que finalement ça peut protéger ? On y avait d'ailleurs répondu il y a déjà 2 semaines. Vous vous rappelez, un auditeur qui avait téléphoné en disant j'ai fait mon masque en tissu, et on avait dit oui, ça protégera des gouttelettes, enfin des grosses choses. Mais évidemment, le virus peut traverser les fibres textiles parce que c'est tout petit. Donc ça a une part de protection. Je crois que ça a été dit, mais c'est déjà ça. Il faut pas. Voilà, c'est déjà ça. Mais enfin, il faut pas que le masque devienne en fait une sorte de symbole de la protection. Et en se disant j'ai mon masque, tout est bon. Vous voyez, c'est ça le grand danger. Et rien ne peut m'arriver. Oui, c'est ça. Voilà, rien ne peut m'arriver. C'est ce qu'a rappelé l'OMS. Il faut rappeler que le masque fait partie des 3 mesures. La première mesure, c'est les mesures barrières, se laver les mains, la distanciation sociale, puis le masque. Donc c'est vraiment l'association des 3. Enfin, c'est ceinture et bretelles, quoi. Mais il faut commencer par la ceinture. Le plus important, c'est la distance et les mains. Ça passe quand même par les mains. Rappelons-le, 80% des contaminations se font par les mains. Vous touchez une surface, si vous mettez les mains dans la bouche, le nez, les yeux, selon les sujets, et c'est comme ça que ça passe. Donc, il ne faut pas que ça soit une protection. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être à l'abri de tout parce qu'on a un masque. C'est le grand danger probablement. Absolument. On a reçu des questions, pas mal de questions. Il y en a une qui ressort assez souvent. C'est justement sur le sang du ver marin qu'on voit un petit peu partout. Est-ce qu'il peut remplacer finalement un respirateur ? Alors ça, c'est une géniale histoire que j'appelle les fables du vivant, parce que ce ver que tout le monde connaît, vous savez, c'est le ver larynnicole, c'est le ver sur les plages qui fait les petits tas de sable. Ce ver, qui est bien moins sophistiqué qu'un mammifère ou qu'un homme, a inventé un truc de dingue. Il a remplacé ses globules rouges pour transporter l'oxygène par simplement la substance qu'on appelle l'hémoglobine, que nous avons dans nos globules rouges. Lui, il l'a directement dans le sang. Donc c'est une petite substance extrêmement sophistiquée. Pour juste vous donner une histoire, parce que c'est une très belle histoire, comme quoi un petit ver peut venir au secours de l'homme. Ce petit ver, son hémoglobine est constitué de 156 protéines, qu'on appelle des globines, alors que l'homme et l'hémoglobine est composée de 4. Donc le ver a fait un truc de dingue, une hémoglobine qui est capable d'absorber l'oxygène 40 fois plus que nos propres globules rouges. Et c'est ce qu'ont utilisé les gens de Pompidou lors des greffes de visage, d'une greffe de visage très particulière, puisqu'en utilisant cette hémoglobine qui transporte l'oxygène, ils ont permis une prise du greffon très très supérieure à ce qu'on fait habituellement. Et donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser cette hémoglobine de verre de sable pour traiter les gens qui manquent d'oxygène en raison de l'atteinte pulmonaire. Ils ont ces fameuses atteintes, ces pneumonies très sévères. L'oxygène ne traverse plus les poumons, donc on va leur donner un oxygène de verre des sables qui est 40 fois plus puissant pour transporter l'oxygène, en espérant évidemment que ça marche. C'est la première administration chez l'homme dans ces conditions. 10 malades qui vont être traités cette semaine à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. En tout cas, c'est un bel espoir. Et nous avons à l'antenne des appels au 0826 300 300 avec Daniel qui nous appelle du Kremlin-Bicêtre. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Sud Radio et bonjour monsieur le docteur. Je voulais vous poser 4 questions, 2 brèves. La première, c'est pour la désinfection. On parle beaucoup du gel hydroalcoolique, mais on ne parle pas de la javel et du Zaca. Je voulais savoir s'ils étaient efficaces sur les virus. Ma deuxième question concerne les milieux clos et par exemple les avions, les buildings où l'air est recyclé. C'est pour l'avenir, c'est pour savoir si l'air qui est recyclé est traité de telle façon qu'il n'y a pas de virus.
Enfin, ma troisième question, c'est sur actuellement, on parle beaucoup de virus. Depuis 20 ans, on en a parlé 4 fois. Malraux parlait d'un 21e siècle qui serait religieux, mais on dirait que le 21e siècle va devenir viral. Donc, je voulais savoir, on parle beaucoup du virus pendant l'épisode, on n'entend pas tellement parler après l'épisode. Il y a eu un moment, Madame Bachelot, qui avait pris des mesures draconiennes, et qui a entre autres lancé un vaccin. Je voulais savoir quels étaient les retours qu'on avait par rapport aux différents épisodes viraux qui avaient eu lieu antérieurement. On n'entend pas parler les laboratoires, les biologistes à ce sujet. Et ma dernière question, c'était le confinement. Le déconfinement. Daniel, on va répondre déjà aux 2 premières parce qu'on a beaucoup d'appels au 0826 300 300 Jean Sibilia. Ouais. Alors, on va se concentrer, si vous voulez bien, sur une question qui est très intéressante et non résolue, c'est l'air recyclé dans les lieux confinés. Effectivement, je pense qu'il va falloir l'étudier parce que la semaine dernière, il y a eu un nouveau travail qui a montré que le virus pouvait peut-être persister dans des petites pulvérisations dans l'air. Quand même, vous savez que c'est un vrai débat depuis plusieurs semaines. On se demande s'il n'est que dans les gouttelettes, s'il peut être dans la pulvérisation, s'il pourrait flotter quelques minutes ou quelques heures sous la forme de toutes petites pulvérisations dans l'air. Donc clairement, l'air confiné en cycle fermé, je crois qu'il faudra l'étudier. Il faudra mettre des filtres éventuellement, traiter, avoir des manières. Mais je pense qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je crois que beaucoup l'ont dit, la contamination potentielle en se baladant dans la rue, en respirant de l'air qui serait contaminé, elle est quasi nulle. Il faut le rappeler. Elle est quasi nulle. Elle n'est pas impossible en conditions expérimentales, on l'a bien vu, mais dans la vie courante, elle est quasi nulle. Mais la question qui est posée est très intéressante et elle est tout à fait légitime. Il faudra qu'on regarde, clairement. Oui. Sur la Javel, alors ? La Javel, oui, la Javel détruit. La Javel, c'est très puissant, hein, c'est puissant comme de la soude. Donc oui, ça détruit le virus. Mais attention, vous avez vu là aussi un signalement d'une augmentation des risques d'accidents domestiques à la maison, avec l'utilisation abusive de Javel. Alors il y a des histoires complètement dingues. Les gens javelisent leurs chiens, javelisent leurs chats, et puis malheureusement javelisent leurs enfants. Donc je dis ça avec humour, mais attention, il y a eu un signalement d'un nombre beaucoup plus important d'intoxication des enfants par la Javel, puisque les enfants boivent tout, donc ils se servent, ils boivent la Javel. C'est très grave de boire de la Javel, hein. Donc attention, vous pouvez l'utiliser chez vous, évidemment, mais vous planquez le flacon. Les enfants, on doit le mettre à distance des enfants. Donc oui, ça marche, mais n'en abusez pas, parce que c'est pas la peine. Et puis attention aux accidents domestiques, attention à nos enfants. Pas question qu'ils boivent de la Javel, évidemment. Merci beaucoup en tout cas Daniel d'avoir été avec nous ce matin et on passe à Yvette qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Bonjour Yvette. Bonjour, Sud Radio, la radio du soleil. Bienvenue. Qui parle vrai. Merci Yvette, bienvenue. Voilà. Oui. Alors, moi j'aurais quelques questions à vous poser concernant les journaux dans la boîte aux lettres. Quand on va récupérer ces journaux, je voulais savoir si on pouvait les prendre tout de suite pour les lire ou pas. On l'avait déjà aussi évoqué, Jean-Sébastien. Par exemple. Le courrier, oui, c'est vrai. Très bonne question, Yvette. On a eu évidemment la question aussi. Oui, le virus persiste sur le papier quelques heures ou quelques jours. En théorie, donc il peut. Mais il faudrait déjà que votre facteur ait postillonné ou éternué sur vos lettres ou sur votre journal pour qu'il y ait vraiment du virus vivant. Mais en théorie, c'est possible. Donc, deux règles. La première, c'est la fameuse quarantaine des journaux et du papier. Vous les laissez et le virus disparaîtra naturellement parce qu'il ne peut pas survivre sur du papier plus de 48 à 72 heures. Mais si le courrier est rapide et urgent, vous n'allez pas attendre. L'autre solution, évidemment, beaucoup plus simple, vous lisez votre journal, vous ouvrez votre courrier, vous lavez les mains avant, après, et vous faites très attention, parce que c'est souvent dans ces moments-là, à ne pas vous mettre les mains au nez, à la bouche ou dans les yeux. Vous voyez, c'est le fameux doigt qui tourne les pages où on met le doigt dans la bouche, c'est tout pas. Le petit truc. Donc faites très attention. Oui, il faut prendre des petits gants chirurgicaux, si vous en avez. Par exemple, on peut mettre des petits gants, mais attention à ne pas se recontaminer avec les gants non plus après, vous voyez, parce que c'est toujours pareil, hein, toute source de contamination, il ne faut pas la garder à l'intérieur. Mais il faut simplement le mentaliser en se disant que ce que je vais faire, je le contrôle, pas de geste automatique et ça peut être contaminé. Mais là, vraiment, on est dans une précaution ultime. Aujourd'hui, on verra dans quelques mois, il n'y a aucune contamination connue, déterminée de cette manière-là. Il n'y en a pas. Mais bien sûr, elle est possible théoriquement, donc il faut faire attention.
D'accord. Et concernant les courses, quand on va chercher ces courses au drive, c'est pareil, on nous donne des sacs en papier. Est-ce que je dois tout laisser dehors ou voilà? Idem, vous allez prendre vos sacs de la même manière peuvent être contaminés parce que vous les laissez dehors, vous récupérez ce que vous entrez chez vous, vous lavez les mains avant, après, surtout avant et après, et tout ce qui est manié après dans votre frigo, là de la même manière, vous lavez à l'eau claire, pas de javel sur vos aliments, évidemment, certains le font, donc de l'eau claire, mais vous lavez bien les mains au savon avant, après, de telle sorte, dites-vous chaque fois que la contamination peut passer par vos doigts que vous mettez dans les yeux, la bouche et le nez. Voilà. Après, c'est pour mentaliser cette stratégie de geste barrière. C'est beaucoup plus important que tout. Petite précision par rapport à ce que dit Yvette, Jean Sibilia, à propos des courses. Vous allez vous commandez du surgelé. Le surgelé arrive. Évidemment, vous ne pouvez pas le laisser 48 heures dehors. Hein, sinon, si vous donc, vous avez intérêt à le nettoyer. Mais est-ce que le virus est tué ou pas si vous le mettez au congélateur ou au contraire au froid, ou est-ce qu'il est conservé? Alors probablement qu'il n'est pas tué. Vous avez vu qu'on connaît sa sensibilité aux températures élevées et il résiste pas beaucoup. Hein. C'est un virus qui aime pas trop le chaud. Il est détruit dès 56 degrés. En revanche, probablement qu'il est neutralisé par le froid, qui le neutralise mais qui ne le détruit pas. Ou alors il faudrait des très grands froids. Vous voyez un froid ultra polaire. Mais enfin, le froid de notre congélateur, il est très invraisemblable qu'il ne détruise pas le virus. Oui. Merci. Merci beaucoup, Jean Sibilia. Merci beaucoup, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, et merci et bravo pour ce que vous faites. Et vraiment, on vous suit tous les jours, on est avec vous, et puis vous continuez bien sûr de nous appeler. Dans un instant, on parlera d'un autre sujet pratique. Ce sont pour les petites entreprises, les commerçants ou les artisans, justement, tout ce qui peut vous aider en droit, en obligation, dans le cadre de votre activité professionnelle, et on répondra à vos